Les rives du lac Supérieur, dans le Michigan, abritent des roches ypperlites lumineuses, un phénomène naturel de roches syénites riches en minéraux sodalites fluorescents. Ces roches brillent sous la lumière ultraviolette, offrant de magnifiques motifs à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsqu'on a trouvé ces roches pour la première fois, on n'a pas pu les identifier comme un type de roche existant. Bien qu'elles aient été trouvées principalement dans le lac Supérieur, leur origine les fait remonter à des millions d'années. Elles se sont formées à partir de zones épaisses de la croûte continentale du Canada. Elles ont ensuite lentement suivi les calottes glaciaires continentales avec les glaciers il y a quelques milliers d'années. Les phénomènes naturels se présentent sous de nombreuses formes, et l'humanité n'a plus qu'à admirer leur mystérieuse beauté. On a longtemps cru que de l'or caché se trouvait à la fin des arcs-en-ciel. C'est un vieux conte qui remonte à l'époque où les Vikings enterraient leur or en Irlande. Les philosophes et les érudits avaient déjà compris comment les arcs-en-ciel se formaient avant cette époque. Les arcs-en-ciel sont une illusion d'optique, le résultat de la réfraction et de la réflexion. Cette combinaison se produit quand la lumière blanche est diffusée à travers les gouttelettes d'eau sous de multiples angles et qu'elle se disperse en un prisme continu de couleurs. Tous les arcs-en-ciel dont tu es témoin sont doubles, même si la deuxième bande n'est pas toujours visible, car une plus grande quantité de lumière blanche s'échappe en étant plus dispersée. La lumière s'échappe vers le haut, contrairement à celle de l'arc primaire qui va vers le bas. Dans certaines cultures, on croit que les aurores boréales ont été créées par un grand renard de feu traversant les cieux. D'autres pensent qu'elles ont été créées par les panaches de grandes baleines. Dans de nombreuses cultures nordiques, on était persuadé que c'était un signe de nouvelles positives. La façon dont elles se produisent est toujours intrigante, mais d'une manière plus scientifique plutôt que mythique. Les grandes tempêtes solaires causées par le Soleil, situées à près de 150 millions de kilomètres, envoient des vagues de particules solaires chargées dans l'espace dans toutes les directions. Lorsque la Terre croise le chemin de l'une de ces ondes, le champ magnétique et l'atmosphère réagissent. Lorsque les particules chargées du Soleil frappent les atomes de l'atmosphère terrestre, les électrons passent à un état d'énergie plus élevé. Puis, lorsqu'ils retombent à une forme d'énergie inférieure, créant ainsi les aurores sur les pôles nord et sud. Les volcans sont une manifestation fascinante de la nature. Ils se forment lorsque de la roche fondue chaude, des cendres et des gaz s'échappent d'une ouverture à la surface de la Terre. La roche fondue et les cendres se solidifient en refroidissant, créant le bec du volcan qui entre en éruption et pousse davantage de cendres dans le ciel. Le phénomène naturel d'un volcan combiné à la foudre est un tout autre spectacle. Lorsqu'un volcan émet des nuages de cendres denses près du sol, les particules se frottent les unes aux autres, créant de l'électricité statique, ce qui entraîne des éclairs au-dessus du volcan. Lorsque les nuages de cendres s'élèvent vers la stratosphère, les particules de glace qui se heurtent peuvent créer de grands éclairs. Cette combinaison est similaire à la façon dont un nuage d'orage produit des éclairs. Les orages se forment généralement en fin d'après-midi, lorsque le soleil a suffisamment chauffé la Terre et l'atmosphère pour créer l'environnement adéquat. L'air chaud et humide s'élève dans l'air froid, provoquant de la condensation et envoyant des gouttes d'eau refroidies dans l'atmosphère, où elles se réchauffent et s'élèvent à nouveau. Un orage supercellulaire est susceptible de se transformer en tornade. Cela se produit lorsque l'air chaud s'élève à travers l'air plus froid, provoquant un courant ascendant. Il tourne avec des vents rapides, soufflant dans différentes directions. Au fur et à mesure que l'air chaud est aspiré et que la rotation augmente, l'air froid du courant jet, accompagné de vents forts dans l'atmosphère, fournit de l'énergie supplémentaire pour alimenter le courant. L'air humide forme un nuage en entonnoir qui grandit, descend vers le sol et donne naissance à une tornade. Les États-Unis ont le plus grand nombre de tornades au monde, à raison d'environ 1200 par an. Elles sont aussi parmi les plus destructrices et leur taille est bien plus importante qu'ailleurs. Elles sont particulièrement violentes dans ce que l'on appelle la Tornado Alley, avec l'air sec de moyenne altitude venant des Rocheuses et l'air froid venant de la moitié nord du continent. La civilisation déchue de l'Atlantide a été un mythe populaire romancé par la science-fiction et d'autres croyances. De nombreux lieux ont été suggérés quant à son véritable emplacement. L'un de ces nombreux lieux supposés a été l'œil bleu du Sahara ou la structure de Risha. Bien qu'il s'agisse d'une hypothèse intéressante, cette formation géologique s'est constituée au cours de millions d'années. L'activité volcanique a initialement soulevé tout le paysage autour de l'œil et, au fil du temps, la structure s'est érodée et effondrée sur elle-même. Finalement, cela a formé des couches de roches, comme celle d'un oignon, et le grand œil que l'on peut voir depuis le ciel. Mais à part la beauté du site,
Il n'y a aucune preuve solide pour affirmer que les Atlantes y ont réellement résidé. Il existe plusieurs endroits dans le monde avec des lacs roses. Cette couleur unique est le résultat d'une certaine quantité de lumière solaire et de chaleur dans une masse d'eau à forte teneur en sel. Seuls des microbes spécifiques peuvent résister à des conditions aussi extrêmes. Ils produisent et recueillent des caroténoïdes, qui sont une classe de produits chimiques végétaux que l'on trouve dans les cellules des plantes pour aider à absorber la lumière du soleil. Comme les microbes aident à créer les algues roses, les crevettes saumonées qui se nourrissent de ces algues deviennent également roses, tout comme les plumes des flamants roses qui se nourrissent des crevettes et des algues. Pendant des décennies, le mystère des pierres mouvantes dans le désert a laissé les gens perplexes. Certaines pierres, aussi lourdes qu'un humain, se déplaçaient d'une façon ou d'une autre sur le sable, laissant une longue trace derrière elles. Pourtant, lorsqu'on les observait, les pierres étaient totalement immobiles. Seule une technologie avancée utilisée pour surveiller leurs mouvements a permis de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une farce et que les pierres n'avaient pas leur propre esprit. On a ainsi découvert que, pendant l'hiver, la fonte des plaques de glace permettait aux pierres de se déplacer dans toutes les directions avec l'aide de vents légers. Les pierres peuvent se déplacer jusqu'à 5 mètres par minute. Une fois par an, le crabe de l'île Christmas participe à un phénomène étonnant. Sa période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies, entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes sont prêts, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en hordes massives vers la mer. On observe alors une mer de crabes rouges qui se compte par millions, alors qu'ils traversent l'île, créant des barrages et se frayant un chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs œufs puis reprennent leur chemin, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Les cercles de culture sont un mythe populaire sur Terre, mais sous l'eau, ils se produisent naturellement sans l'intention d'essayer de tromper les gens. Les poissons-globes mâles passent 7 à 9 jours à réaliser laborieusement des motifs complexes dans le sable fin, en espérant qu'une femelle s'approche et apprécie leur œuvre d'art. Malheureusement, ces motifs sophistiqués ne sont pas conservés une fois l'objectif atteint. Ils s'effacent rapidement après avoir été réalisés, ce qui fait qu'il est rare que les humains les découvrent. On peut imaginer la réaction du premier plongeur lorsqu'il est tombé sur ces motifs étranges. Les déserts ne sont pas les endroits les plus propices à la croissance de fleurs, mais ils ont en commun une rose particulière qui pousse dans chacun d'entre eux, partout dans le monde. La rose des sables ne pousse pas biologiquement, mais est formée de grappes de cristaux à base de gypse ou de baryte. Ces cristaux forment une série circulaire de plaques plates qui donnent à la roche une forme similaire à un pétale de rose. La texture et les tailles peuvent varier selon le désert d'où ils proviennent et le type de sable qui se trouve dans l'environnement. La bioluminescence, qui est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant, est un phénomène que partagent de nombreuses espèces sur Terre. Les algues créent une lueur éthérée dans l'océan pendant la nuit. Ces minuscules organismes marins brillent avec le mouvement régulier des vagues, ce qui est communément observé sur certaines plages. La lumière est activée par le mouvement. En groupe massif, ils apparaissent comme des étoiles, scintillant par millions. Les animaux qui ont la capacité de s'illuminer l'utilisent de différentes manières dans leurs environnements uniques. Les méduses, qui flottent sinistrement dans les profondeurs, émettent une lueur pour avertir les prédateurs potentiels. Les minuscules bactéries visibles uniquement au microscope utilisent leur lumière comme une forme de communication. Les poissons des profondeurs, comme la baudroie, utilisent une lumière au bout de leur tête comme appât pour imiter les poissons plus petits et les attirer vers eux. Les lucioles brillent la nuit pour attirer des partenaires potentiels, et les coléoptères et latéridés émettent une lumière orange lorsqu'ils sont dérangés, l'utilisant comme un mécanisme de défense.